à la coutume avec l'information d'abord en langue anglaise et c'est avec vous Njix. Greetings. Greetings, Alundu. Greetings, audience of For You Media Africa. Thank you for always trusting your Pan-African television. We kickstart the first segment of this bilingual news in the East African nation of Kenya, where Interior Minister Kipchumba Murkomen has accused protesters of seeking to overthrow the government of President William Samoei Ruto, a claim activists reject urgent dialogue over division. This comes after deadly protests rocked Kenya's youth-led demonstrators clash with police, leaving at least 16 dead according to rights groups. Here is the rest of that story. Kenya's Interior Minister Kipchumba Murkomen on Thursday accused protesters of attempting to overthrow the government following a deadly wave of youth-led demonstrations across an East African country. His comments came a day after nationwide protests marked by looting, arson and confrontations with police left multiple people dead. At least 10 people were killed in Wednesday's unrest, according to the government, but Amnesty Kenya placed the total 16, all reportedly shot at large by police. Smoke still hung over central Nairobi on Thursday. At least 10 buildings touched overnight. Business owners spent the day clearing debris, assessing losses from looted electronics and damaged property. The protests were originally called to commemorate the deadly anti-tax demonstrations of a year ago, but they quickly gained momentum driven by public outrage over the death of blogger Albert Ojwang while in police custody earlier this month. 6 individuals, including 3 police officers, now face murder charges over Ojwang's death. Murkomen claimed demonstrators attempted regime change by marching towards Parliament and the President's residence State House, but protest leaders dismissed the accusation. Activist Boniface Mwangi told the media that the government was trying to deflect from public demands by branding the protest a coup. As tensions rise, Nairobi residents like Ibrahim Hamisi, whose building was destroyed, are calling for dialogue, stating, "Please government, try talking to Gen Z," he said, and Gen Z try talking to the government. The calls for calm amidst the deepening unrest and the widening generational rift in Kenya's political landscape. We stay in East Africa, where the African Development Bank recently approved a grant of $500,000 to undertake a feasibility study in the first phase of a cable car transport network in Kigali, Rwanda. The initiative will be Sub-Saharan Africa's first aerial urban transit system. Bukemarabi has the rest of that update. Ropeways Transit Rwanda Limited has initiated a project allowing the African Development Bank to approve a grant of $500,000 to undertake a feasibility study into the first phase of a cable car transport network in Kigali that will be Sub-Saharan Africa's first aerial urban transit system. The 5.5-kilometer mobility initiative, valued at $100 million and promising to ease the city's traffic congestion, reduce greenhouse gas emissions, and connect underserved communities to jobs and essential services, will have funds sourced from the bank group's Urban and Municipal Development Fund. The Urban and Municipal Development Fund is a trust fund hosted by the African Development Bank, which approves direct support to cities, mobilize funding and technical assistance, develop partnerships, city engagement, project identification and investment. Phase 1 of the project will comprise 2 critical transit corridors, Yabugogo Taxi Park to the Central Business District Hub and the Kigali Convention Center to Kigali Sports City, connecting public landmarks such as Amarho Road Stadium, BK Arena, and the newly developed Zaria Court. With the construction expected to begin in late 2026, with commissioning scheduled for 2028, the feasibility study is expected to position the project to attract international investment, including through platforms such as Africa Investment Forum. Once complete, the cable car will convey over 50,000 passengers a day on a 15-minute end-to-end journey, integrating into the city's existing transport infrastructure. Rwanda's government, the African Development Bank Group, and other development partners will collaborate to offer blended financing along with commercial funding from the International Finance Corporation, Africa 50, the Trade and Development Bank, the Africa Finance Corporation, as well as private investors and the Alliance for Green Infrastructure in Africa.
The Horn of African region, Ethiopia's rich history and deeply rooted cultural traditions have been instrumental in tackling its challenges with resilience, emphasized Mohamed Idris, the country's Minister of Peace. It's worth noting that he was speaking on Thursday at the opening of a two-day national consultation forum at the African Leadership Excellence Academy. Ethiopia's Minister of Peace, Mohamed Idris, while speaking at the opening of a two-day national consultation forum at the African Leadership Excellence Academy, revealed that his country's rooted history and cultural traditions have been instrumental in overcoming challenges. He highlighted that the values have consistently enabled them navigate adversities with resilience and dignity. He further reaffirmed Addis's legacy of coexistence and its unique ability to manage diversity with wisdom. The forum on Thursday, held under the theme, "A Social Resources for a National Unity," drew near religious fathers, community leaders, elders and representatives from peace institutions across all regions and city administrations. Also addressing the forum, State Minister of Peace, Kierendi Tezira, noted that the primary objective of the consultation is to empower traditional as well as religious leaders to expand their peace-building contributions and help safeguard national harmony. Well, on our health page, we told the Democratic Republic of Congo, where health authorities in that part of Africa on Thursday launched the second phase of a mass polio vaccination campaign aiming to immunize over 10 million children as the country battles a resurgence of a variant polio virus. The World Organization warns the ongoing transmission threatens vulnerable populations across several provinces. Here is the rest of that story. Health authorities in the Democratic Republic of the Congo have launched the second phase of the nationwide polio vaccination campaign aiming to immunize over 10 million children. The campaign, which began on Thursday, follows a concerning resurgence of poliovirus in the country. So far in 2024, the DRC has confirmed 25 cases of circulating variant poliovirus Type 1 and 2. The World Organization warns that despite earlier efforts, Type 2 transmission persists in several provinces, posing an ongoing threat to vulnerable communities. Between June 26 and 28, children from birth to age 5 will be vaccinated in Kinshasa, Tanganyika, Holomami, Congo Central and Haut-Katanga, while those up to 15 years old will be reached in Shopo and Maniema. In total, 13 million vaccine doses are expected to be administered, with 60,000 vaccination teams deployed across the country. To interrupt transmission and protect children, there is an urgent need to boost immunity through both routine and mass immunization, the World Health Organization emphasized. Elizabeth Kukamba, coordinator of the National Polio Emergency Operations Committee, stressed that under-vaccinated communities leave children most at risk. It can develop and lead to paralysis, she said, adding that a single vaccinated child also helps shield others. While optimistic about stopping the virus spread, Mukamba warned against complacency. Authorities are calling on parents, community leaders and stakeholders to unite in achieving nationwide protection. Globally, the fight against polio continues. The Global Polio Eradication Initiative notes that cases have dropped by 99.9% since 1988. However, while poliovirus type 1 still circulate in Afghanistan and Pakistan, and the vaccine-derived outbreaks remain in concerning countries, including Nigeria, Ethiopia, Yemen, and South Sudan. Polio remains a highly contagious disease, mostly affecting children under 5, and is spread through feces and saliva. To wrap up this first segment, we take you out of Africa with the assassination probe of ex-President Moise in Haiti, where the former interim Prime Minister of Haiti, Claude Joseph, defended himself on Wednesday in court for the first time following his indictment in connection with the 2021 assassination of then-President Jovenel Moise. The session was held in Port-au-Prince, as you tell us, Buka Marumbi.
On Wednesday, in the Port-au-Prince court, Haitian former interim Prime Minister Claude Joseph appeared for the first time after his indictment in connection with the 2021 assassination of then-President Jovenel Moïse. He condemned the country's private sector and former Prime Minister Ariel Henry for attempting to hinder the investigation process, stating, "From day one, no clear stance was taken on key sectors. Instead, power was held hostage by individuals. I understand the dynamics, especially regarding women in power," he said. While providing his innocence, he slammed groups who benefited from corrupt contracts, while his own connections were threatened daily, claiming that it may take the actual assassination of a judge for change to be acknowledged. Down memory lane on July 7, 2021, President Moïse gunned down in his Pensionville private residence. In 2023, Claude Joseph and Martin Moïse, the ex-president's widow, were both persecuted after a court accused them of involvement and criminal association. According to reports, 20 of the more than 50 suspects in the case are presently being held in Haiti. This group comprises 17 former Colombian soldiers. It was noted that 5 people have already pleaded guilty to conspiring to assault the former president, Moïse. And that report brings us to the end of the first segment of this bilingual news. It continues in the French language. Bon après-midi, Lundo. Thank you so much, Ndix, mesdames et messieurs. Alors qu'il est 10h14 à Moscou, 11h14 à Abidjan, 12h14 à Yaoundé, nous démarrons le tour de l'actualité avec l'AES et le Bénin. Le Bénin qui a donc présenté de nouvelles mesures pour encadrer l'entrée des ressortissants de l'Alliance des États du Sahel sur son territoire dans un contexte de reconfiguration des relations entre l'AES et la CEDEAO. Quelles sont les implications de ces nouvelles directives pour la libre circulation en Afrique de l'Ouest? Les précisions de Bala. Les nouvelles mesures qui encadrent l'entrée des ressortissants de l'Alliance des États du Sahel sur le territoire béninois ont été présentées lors d'une plénière animée. Ces dispositions répondent à la récente reconfiguration des relations entre les membres de la CEDEAO et ceux de l'AES. Selon le ministre de la Justice béninoise, les citoyens de l'AES ne peuvent plus prétendre aux avantages liés à leur ancienne appartenance à la CEDEAO. Cependant, ils continuent de bénéficier des exemptions générales accordées aux Africains au Bénin, notamment l'absence de visa ou de titre de séjour obligatoire. Le président en exercice de l'AES, le général Assimi Goïta, a affirmé que l'espace de l'Alliance demeure ouvert aux citoyens de la CEDEAO sans obligation de visa. Les textes en vigueur garantissent le droit d'entrée, de circulation, de résidence et de sortie dans les États membres de l'AES pour les ressortissants de la CEDEAO sous réserve du respect des lois nationales. Ces nouvelles directives traduisent les tensions et ajustements entre les deux blocs régionaux tout en préservant certains principes de solidarité panafricaine. Elles visent à clarifier le statut des citoyens de l'AES au Bénin, mais soulèvent cependant des questions sur l'avenir des relations entre les deux organisations et leur implication pour la libre circulation en Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Bala. Et entre la RDC et le Rwanda, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en abrégé CADHP, devant laquelle la République démocratique du Congo avait accusé le Rwanda pour ses décennies d'agressions, de massacres et de pillage de ses ressources naturelles, s'est déclarée jeudi compétente et juge recevable la requête de Kinshasa. J. Fotso pour la suite. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAFDPH, s'est déclarée compétente de juger le Rwanda dans l'affaire qui l'oppose à la RDC. À son audience de ce jeudi 26 juin, à l'occasion de sa 77e session ordinaire à Arusha en Tanzanie, elle a jugé recevable la requête de la RDC contre son voisin qu'elle accuse d'agression et de graves violations des droits de l'homme dans l'est du pays. En effet, la République démocratique du Congo avait déposé la requête devant la CAFDPH à Arusha en 2023,
alléguant de violations des droits de l'homme par le Rwanda, notamment la traite des êtres humains, la torture et des traitements cruels dans l'est du Congo, près de la frontière rwandaise. Kinshasa affirme que le groupe rebelle M23 et les forces rwandaises sont engagés dans un conflit armé dans la région du Kivu oriental depuis 2021, entraînant la destruction d'infrastructures, des milliers de personnes déplacées, des meurtres et d'autres violations des droits de l'homme. Des accusations que Kigali a toujours catégoriquement niées. La défense rwandaise a rejeté la compétence de la Cour à connaître cette cause. Cependant, celle-ci ne l'a pas suivie. Elle a par ailleurs annoncé des enquêtes à diligenter à ce sujet. La CAF-DPH a accordé 90 jours au Rwanda pour envoyer ses observations sur le fond de la cause. Et la RDC dispose de 45 jours pour répliquer devant la justice de rendre publique sa décision quant au fond. La décision de la CAF-DPH intervient après une deuxième audience tenue le 13 février dernier où la question de la recevabilité de la requête congolaise était au centre des débats. Le gouvernement de Kinshasa a sollicité de la Cour qu'elle ordonne au Rwanda de retirer ses forces, de cesser de soutenir le groupe rebelle M23, de mettre fin aux violations des droits de l'homme, de fournir des réparations et de laisser à la Cour le soin de déterminer les compensations tout en couvrant l'ensemble des frais. Cette procédure marque un tournant historique, étant le premier différend interétatique porté devant la Cour. Merci à vous, Jifoso. Et sur la Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté les requêtes de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, confirmant leur inéligibilité pour la présidentielle d'octobre 2025. Les deux hommes avaient été condamnés à des peines de prison et contesté leur traitement par la justice ivoirienne. Bala une fois de plus. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté les requêtes de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-premier ministre Guillaume Soro qui contestaient leur traitement par la justice ivoirienne. Les deux hommes avaient été condamnés à des peines de prison et sont donc inéligibles pour la présidentielle d'octobre 2025. Les requêtes déposées en 2020 portaient sur les violations présumées de leurs droits par la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro estimaient que plusieurs de leurs droits avaient été violés, notamment leur droit de participer librement à la direction des... Cependant, la CADHP a estimé que Laurent Gbagbo n'avait pas apporté les preuves de ces allégations et que la Côte d'Ivoire n'avait pas violé son droit de participer librement à la direction des affaires publiques. A également rejeté les allégations de traitement inégalitaire. Cette décision confirme l'impossibilité pour Laurent Gbagbo et Guillaume Soro de se présenter à la présidentielle 2025 en raison de leur condamnation à des peines de prison. Les deux hommes avaient déjà été écartés du précédent scrutin. Leur condamnation à des peines de prison pour des affaires distinctes est à l'origine de leur radiation des listes électorales et donc de leur impossibilité à se présenter à la présidentielle. La CADHP, basée à Arusha, en Tanzanie, a rendu sa décision jeudi 26 juin. Il s'agit d'un coup dur pour Laurent Gbagbo et Guillaume Soro qui espéraient pouvoir participer à la présidentielle d'octobre 2025. Et au Soudan, à présent, les tensions diplomatiques en Afrique de l'Est ont atteint un nouveau sommet cette semaine après que le Soudan ait publiquement accusé le Kenya de fournir un soutien aux forces de soutien rapide, en abrégé FSR, un groupe paramilitaire en conflit ouvert avec l'armée soudanaise depuis plus d'un an. Cette accusation grave émise par le ministère soudanais des Affaires étrangères menace de déstabiliser davantage une région déjà sous pression et met en lumière les profondes divisions au sein de la communauté internationale concernant la crise soudanaise. Allons en savoir plus dans cet élément. L'accusation soudanaise intervient dans un contexte de médiation internationale complexe, visant à trouver une solution pacifique au conflit qui a dévasté le pays, faisant des milliers de morts et provoquant une crise humanitaire sans précédent. Les forces de soutien rapide, dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, dit You Midi, l'ancien numéro 2 du Conseil de souveraineté soudanais, sont en lutte acharnée contre les forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan. Selon un communiqué officiel de Khartoum, le gouvernement soudanais disposerait de preuves que le Kenya aurait facilité le transit d'armes et de fournitures logistiques aux forces de soutien rapide, notamment via son territoire.
Ces allégations n'ont pas été détaillées publiquement, mais elles ont été fermement démenties par Nairobi. Le ministère kényan des Affaires étrangères a qualifié ces accusations de sans fondement et d'irresponsables, réaffirmant son engagement envers la paix et la stabilité au Soudan et son rôle de médiateur impartial dans la région. Le Kenya, membre influent de l'autorité intergouvernementale pour le développement, a activement participé aux efforts de médiation pour résoudre le conflit soudanais. Cependant, la position kenyane a souvent été perçue avec suspicion par Khartoum, qui estime que Nairobi pencherait en faveur des FSR. Cette méfiance mutuelle a déjà entravé les pourparlers de paix par le passé, compliquant les efforts régionaux pour un cessez-le-feu durable. Cette nouvelle discorde diplomatique s'inscrit dans un cadre régional tendu. Le conflit soudanais a eu des répercussions considérables sur les pays voisins, avec des millions de réfugiés fuyant vers le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. L'implication présumée d'acteurs externes dans le conflit est une préoccupation majeure pour la stabilité de la Corne de l'Afrique. Des rapports non confirmés ont également fait état de l'implication d'autres puissances régionales et internationales dans le conflit soudanais, chaque partie cherchant à protéger ses intérêts stratégiques. Ces accusations mutuelles de soutien à l'une ou à l'autre des factions belligérantes compliquent davantage la situation sur le terrain et la recherche d'une solution politique. Merci à vous, Nguéné. Nous nous attardons un peu plus sur le Kenya, où 3 policiers suspendus ont été inculpés mardi 24 juin du meurtre de l'enseignant et blogueur Albert Ojwang devant le tribunal de Kibera à Nairobi. Sa mort en garde à vue au début du mois a déclenché des manifestations nationales et une nouvelle vague de violences policières dans le pays. Les détails avec J-Photo. 3 policiers kenyans ont été inculpés mardi 23 juin dans le meurtre de l'enseignant et blogueur Albert Ojwang, âgé de 31 ans. Outre les 3 policiers Samson Kiprotich, Talam, James Mokwana et Peter Kimani, 3 civils ont également été inculpés. Les accusés ont nié toute implication dans le meurtre et ont demandé à être libérés sous caution par l'intermédiaire de leur équipe d'avocats. Aujourd'hui, la Haute Cour a siégé et nous sommes en train de plaider pour sa demande de libération sous caution. Nous espérons que la justice va effectivement libérer les accusés. Ojwang aurait été arrêté dans sa maison rurale du village de Kokwanyo, dans le comté de Homa Bay, et transporté au poste de police centrale de Nairobi, où il serait mort des suites de torture alors qu'il était en garde à vue, à une compression de cou et à de nombreuses échymoses sur tout le corps, selon des sources locales. L'affaire a suscité un tollé général avec de nouveaux appels à l'obligation de rendre des comptes au sein des services de sécurité du Kenya. Le tribunal devrait se prononcer sur les demandes de libération sous caution à une date ultérieure. Parallèlement, des militants qui commémoraient mercredi l'anniversaire de la répression meurtrière de manifestations anti-impôts en guise de protestation contre les violences policières ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Pour l'heure, les manifestations ont repris et l'on annonce la mort de plusieurs jeunes ainsi que de centaines de blessés. Merci à vous, J-Photo. Ici s'achève cette édition de For You Midi. C'est toujours un plaisir, mesdames, messieurs, de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information. On continue. Indeed, information continues over your Pan-African channel For You Media Africa. Thank you for watching and do have a beautiful day in company of our numerous programs.